Swear. Petite vidéo express avant nos traditionnels podcasts. Chaque dimanche, le trio de l'enfer revient sur les actualités du moment, aussi bien résultats qu'analyse. Mais là, il faut parler parce que oui, il y a eu quelques actualités. Donc avant de commencer, évidemment, à rentrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas, abonnez-vous, lâchez les pouces bleus. Ça nous permet d'avancer, de vous proposer toujours plus de contenu. Donc oui, ce qui s'est passé, c'est que Dana White l'a annoncé dans le podcast de Barstool Sports, que certains peuvent connaître, donc un podcast américain. Eh bien, l'UFC travaille à la trilogie entre Daniel Cormier et Stipe Miocic. Et oui, donc ça c'est première surprise, parce que c'est vrai que beaucoup pensaient que Daniel Cormier allait vers la retraite après cette défaite contre Stipe Miocic. Pour rappel, donc Daniel Cormier, ce qui s'est passé, c'est en juillet 2018, il montait chez les lourds, et il challengeait en fait Stipe Miocic qui avait tout démonté tout simplement dans cette catégorie. Il avait notamment battu Francis qui restait, on va dire, son dernier défi. Il battait donc Stipe Miocic par KO au premier round, et un an plus tard, un petit peu plus d'un an plus tard, il y avait cette fameuse revanche, donc Miocic-Cormier 2. Cette fois-ci, Miocic était dans la peau du challenger, et devinez quoi, eh bien Miocic s'est imposé par KO au 4e round. La surréalité, c'était complètement dingue, puisqu'après avoir été dominé, eh bien, il a fait un ajustement spectaculaire au 4e round, à savoir viser le corps, frapper le corps de Daniel Cormier qui n'a pas pu véritablement répondre à cela, alors que c'est tous ses coachs en fait lui demandaient, on va revenir là-dessus, je vais revenir là-dessus, lui demandaient d'ici, utilise ta lutte, et ben il est resté debout et ça lui a coûté finalement cette victoire, c'est la ceinture, et bref, terrible pour DC, qui là maintenant, il n'avait pas vraiment répondu pour dire est-ce qu'il allait prendre sa retraite, est-ce qu'il allait rester. Eh bien on a la réponse aujourd'hui, il va revenir pour cette trilogie contre Stipe Miocic. Au regard des deux combats, évidemment que ça fait sens, d'un point de vue business, d'un point de vue sportif aussi, parce que oui, c'est deux légendes vivantes, il y en a un qui l'a emporté par KO au premier combat, l'autre par KO au deuxième. On a tous envie de voir ça. Problème, il y a deux problèmes aujourd'hui. C'est d'une part l'âge de Daniel Cormier et Stipe Miocic. Stipe, il reste, on va dire, dans son prime, mais à 35 ans, on peut voir que le combat contre Francis lui avait pris un petit peu d'espérance de vie de combattant. Le deuxième combat contre Daniel Cormier aussi, mine de rien, parce que c'était une vraie guerre entre les deux hommes. Même s'il reste, on va dire, dans son prime physique, complètement actif, là, c'est un peu, ça va devenir compliqué pour lui. Et un troisième combat, là, ça s'annonce absolument monumental. Et pour DC, Daniel Cormier, il a 40 ans aujourd'hui. Il a 40 ans depuis mars. Il voulait prendre sa retraite en mars, mais comme il attendait véritablement le money fight contre Brock Lesnar, ce money fight n'est pas arrivé. Donc finalement, il a dit ok. J'accorde la revanche à Stipe Miocic. La revanche, finalement, s'est avérée terrible pour lui, puisqu'il a donc perdu par KO au 4e round. Deuxième défaite par KO de sa carrière après celle contre John Jones. Troisième défaite en tout. Et là, c'est vrai que vous étiez nombreux à le dire en commentaire, à son âge, c'est compliqué. C'est compliqué de se dire, il va revenir. Pourquoi ? Pour essayer de reprendre une ceinture heavyweight, pour battre à nouveau Stipe Miocic, alors que dans nos pronostics avec Rust, au premier comme au deuxième combat, c'est vrai que Stipe a énormément d'armes pour gêner Daniel Cormier. Et là, on voyait à nouveau Stipe Miocic s'imposer contre Daniel Cormier. Stipe Miocic a lui-même dit, nous aussi, quand on a vu le combat, on était, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il faisait n'importe quoi, Miocic. Et donc, ce qui est assez inquiétant pour Cormier, c'est qu'une trilogie, pour lui, ce sera forcément compliqué sportivement, parce que Stipe, on a toujours sous le coude, et d'ici, il peut se dire, oui, maintenant, je dois utiliser ma lutte, mais sa fameuse garde debout qui gênait tant Stipe Miocic, pour notamment ses jabs et ses directs, parce que Stipe Miocic, on l'a dit, boxeur d'exception, ancien Golden Glove, bref, voilà. Mais face à Cormier, il avait du mal avec cette fameuse garde qui était assez surprenante de DC, mais qui lui permettait de complètement nullifier la boxe, de complètement nullifier. Il se prenait des coups, mais il gênait énormément, perturbait énormément Stipe Miocic. Et maintenant que Stipe a la réponse avec ses frappes au corps, car oui, cette garde de Daniel Cormier ne permet pas de répondre convenablement à ses frappes au corps, maintenant Miocic a apporté une réponse à ça. Et Cormier, comme on l'a dit précédemment, donc je crois que c'était dans le recap avec Rust, le corps, c'est un peu, on va pas dire que c'est son point faible, parce qu'avec la carrière qu'il a,
Le mec a prouvé. Mais il y a eu ces fameux JO où il avait dû, ces JO 2008, où il n'avait pas pu tenir sa place à cause d'une wake-up trop brutale et où son foie l'avait lâché. Il y a eu ce combat contre John Jones, sa défaite contre John Jones, où là aussi, c'était des frappes au corps. C'était en fait John Jones qui avait, au premier et deuxième round, exclusivement frappé le corps de Daniel Cormier, aussi bien au niveau des kicks qu'au niveau des frappes. Et dès qu'il a varié, donc au troisième round, avec son premier head kick tenté, et ben Daniel Cormier s'attendait donc à un nouveau middle kick, et les mains n'étaient tout simplement pas bien placées parce que au bout de 2 rounds de John Jones qui vous frappe au corps, vous commencez à vous dire tiens, il a développé une habitude, sauf que John Jones et son camp avaient vraiment trouvé cette faille-là chez Daniel Cormier, et ça s'était terminé par une défaite par KO, donc la première de Daniel Cormier. Donc là, DC, s'il doit faire cette revanche-là, bien évidemment, cette trilogie va bien évidemment devoir travailler son sol, se focaliser sur le sol et écouter donc ses coachs, plutôt que de rester debout, parce que c'est ce qu'il avait dit, son coach aussi l'avait dit, même avant le combat. Il y avait une vidéo assez intéressante avec son entraîneur en boxe qui lui disait, certes, Daniel Cormier, d'ici tu gagnes donc les sparring, mais tu as trop tendance à vouloir rester justement debout. Donc là, pour lui, ce sera véritablement là où il faudra travailler. De son côté, Stipe Miocic, là, après un combat qui était, honnêtement, le premier, deuxième round, il le perd. Le troisième, ça peut se discuter, mais selon les juges, là encore, c'était pour DC, donc ce qui veut dire que s'il n'avait pas réussi à terminer Daniel Cormier, ou qu'il y ait plusieurs knockdowns, eh bien, il aurait perdu le combat par décision. Donc lui aussi, il a énormément de marge, parce qu'il faisait n'importe quoi sur le premier combat. Donc pour DC, ça va être très très compliqué, surtout que voilà, là, il va revenir donc, dans un combat en heavyweight, passer la quarantaine, après un KO encaissé, ça s'annonce, bon, ce qui est bien pour Daniel Cormier, c'est que ce sera très lucratif, mais sportivement, c'est compliqué, très très compliqué face à Miocic, parce que pour ma part, et je pense que Rust, Poidomso, quand viendra l'heure des pronostics, on ira tous vers une victoire de Stipe Miocic. Donc voilà, sachant que d'ici, à part là aller chercher un petit peu plus d'argent, et puis aussi, on ne le dira jamais assez, c'est un compétiteur né vraiment d'ici, qui a eu aussi bien dans sa carrière que dans sa vie personnelle, il a perdu un enfant, il y a eu cet échec au JO 2008, ça n'a jamais été facile pour lui, donc il a toujours voulu aller chercher, voulu prouver, et donc il a fini par être champ, on le sait tous, un des plus grands de tous les temps. Je pense aussi que là c'est assez acquis, mais là il va tout risquer sur ce combat-là, parce que s'il perd, au niveau des livres d'histoire, est-ce que les fans retiendront? Ce sera plus justement le gars qui a uniquement perdu contre John Jones et qui a terrassé tout le monde, hormis John Jones, dont Anthony Johnson, ne l'oublions pas quand même, il a battu 2 fois Anthony Johnson, qui est vraiment une terreur et qui là revient aussi. Mais donc pour DC, ça va être très compliqué, évidemment pour Miocic aussi, mais il risque un petit peu moins avec ce combat-là, sachant que là, comme j'ai dit, il en a vraiment sous le coude. Et l'autre question, c'est pour Francis Ngannou. Qu'est-ce qu'on fait de Francis Ngannou? Parce que là, Francis, ok, il a perdu contre Miocic. Ok, il y a eu ce combat, cette défaite dans un non-match contre Derrick Lewis. Mais depuis, il fait le travail. Donc à savoir, quand on dit faire le travail, KO contre Curtis Blades qui a montré contre Abdouragimov qu'il est vraiment un contender extrêmement sérieux, puisqu'il n'a perdu contre personne à part Francis Ngannou. Francis qui a ensuite, après ce combat contre Curtis Blades, qui était extrêmement risqué pour lui, l'UFC, quand ils ont fait ce combat-là, c'était pas du tout un cadeau pour Francis, parce que Francis arrivait, donc après ces 2 défaites, qui étaient assez traumatisantes pour lui, contre un mec qui est très excellent lutteur, et un gars que Francis avait déjà battu par KO. Donc tout du combat, piège, en plus main event, bref. Clairement, à l'UFC, c'était un espèce de test pour Francis, qu'il a validé avec brio, puisque il a terminé en 42 secondes, je crois, Curtis Blades. Après Curtis Blades, Francis a enchaîné avec un nouveau test pour lui. Là aussi, ça s'annonçait compliqué parce qu'il affrontait Cain Velasquez qui revenait, certes, après 2 années de blessure, un petit peu plus de 2 années de blessure, mais Cain Velasquez, on sait que quand il est en forme, le fameux C-level Cain, le Cain au niveau de la mer, parce qu'il y a eu cette défaite contre Americo, quand il avait défendu sa ceinture contre Verdum, où il avait complètement gazé, donc on parle de C-level Cain, celui qui impose véritablement son rythme, qui vous chasse et qui vous noie sous la pression. Donc pour Francis, ça s'annonçait en théorie compliqué, mais voilà, Francis, il lui suffit d'un petit espace
pour pouvoir déclencher. Sur un uppercut, il a réussi à mettre KO Cain Velasquez, là encore, en quelques secondes. Et puis, il y a eu, on va dire, le combat qui était prévu déjà à l'UFC 215, qui ne s'était pas fait parce que Junior Dos Santos avait été contrôlé positif pour des compléments alimentaires qui avaient été contaminés par des substances interdites, donc ça ne s'était pas fait. Finalement, l'UFC a organisé ce combat-là, toujours sur ESPN pour Francis. Oui, ce qui est important de noter, c'est que cette année, Francis a combattu 2 fois, contre Cain Velasquez et donc contre Junior Dos Santos, à chaque fois sur les cartes ESPN, donc les deuxièmes plus prestigieuses, juste derrière les pay-per-view. Donc signe que l'UFC, ESPN et les médias américains finalement mis sur Francis ont conscience que c'est une star. Donc ce combat-là, Junior Dos Santos, Francis Ngannou, bon, tout le monde savait plus ou moins que, dont la sueur, hein, franchement, de temps en temps quand même, on fait des bons pronos, que ça allait très bien se passer pour Francis. Ça s'est effectivement très bien passé, avec un Junior Dos Santos qui a déclenché trop tôt, sans préparation, sans... Enfin bref, et Francis qui a complètement lu ce que Dos Santos allait faire, et qui a contré superbement bien, comme d'habitude. Et donc là, pour Francis, voilà, 3 victoires contre 3 grands noms, à chaque fois par KO au premier round. Et là, on a envie de se dire, qu'est-ce qu'il faut de plus à Francis pour finalement avoir le title shot. Ce qui peut y avoir comme problème pour Francis, peut-être, c'est que personne ne veut l'affronter. Donc ça, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué pour lui, parce que personne ne veut l'affronter dans le sens, pas spécialement que ce soit une star. C'est moins une star que Daniel Cormier, certes, pour Stipe Miocic, et vice-versa. Mais aujourd'hui, les combattants ne veulent pas affronter Francis, parce qu'il est tout simplement trop dangereux. Vous affrontez un mec, même si vous gagnez, comme lorsqu'il y avait eu le combat Miocic contre... Francis, Miocic avait nettement dominé Francis. Quand on regarde les stats, les coups de nez, et puis véritablement un sentiment de puissance et de domination, notamment en lutte au fil des rounds, qui semblait finalement inéluctable, inarrêtable. Quand Francis a touché Miocic, c'était extrêmement puissant, et quand vous voyez les deux visages à la fin du combat, même si Francis s'était pris énormément de coups, notamment au, je crois, c'était 4e round, eh bien, celui qui était le plus marqué, c'était Stipe Miocic. Donc voilà, vous n'avez pas envie d'affronter Ngannou pour ces raisons-là, et puis aussi que si ça se passe bien, bah, vous avez la même tête que Miocic à la fin. Si ça se passe mal, vous êtes KO très très rapidement. Donc ça, pour ça, Francis, c'est un énorme handicap pour lui. Aussi, peut-être, et là c'est peut-être l'UFC qui se dit ça, les 3 derniers combats de Francis, on n'a pas énormément appris sur lui, dans le sens où, ok, il s'est remis à l'endroit mentalement, par rapport au combat contre Derrick Lewis, où il n'avait pas pu déclencher parce qu'il portait, c'est lui qui l'a dit, cette peur du combat contre Miocic. Mais pour l'UFC, ils peuvent peut-être se dire, ok, on avait misé énormément sur lui. Souvenez-vous, en 2018, Francis arrivait dans la peau d'un favori. L'UFC, tous les teasers, même si Miocic arrivait avec cette étiquette de champion le plus dominant de l'histoire de la catégorie à l'UFC, l'organisation avait fait de Francis son favori. Il était sur tous les teasers. Dana White qui était là, ouais, c'est la puissance d'une Ford Escort, c'est Francis qui a le record du plus grand d'unité, enfin c'est l'homme le plus puissant du monde. Bref, il n'y en avait que pour Francis. Et donc pour l'UFC qui était arrivé avec toute cette hype derrière Francis, et le voir perdre, ça a été un peu compliqué ensuite à assumer pour l'organisation, et surtout pour Dana White, qui se retrouvait à se dire, ok, bon, on avait un super champion en la personne de Stipe Miocic, on n'a pas du tout misé sur lui parce qu'on pensait qu'il allait perdre, finalement il a gagné, et là notre gars, il n'a pas assumé, mais pour l'UFC en tout cas, d'un point de vue communication, un peu comme quand Ronda Rousey avait perdu contre Amanda Nunes, c'était un petit peu délicat de gérer l'après-combat. Donc c'est vrai que là, plus Dana White qui a eu quelques tensions avec Francis en disant il a un problème d'ego, il a quelques soucis, et ça ce sont des déclarations publiques de Dana White, le président de l'UFC. C'est vrai que peut-être que là l'organisation est dans une situation, ils se disent si on fait une revanche Stipe Francis, on n'a pas vraiment l'assurance que ça se passe différemment, donc peut-être que pour eux niveau communication, là, ils veulent peut-être un combat supplémentaire de Francis pour qu'il prouve un combat qui dure un peu plus, pour que Francis véritablement démontre qu'il a plus d'un tour dans son sac entre guillemets, mais qui puisse montrer sur la durée qu'il y a eu des ajustements. C'est peut-être ce que l'UFC se dit, parce que c'est vrai que Francis là, sur ces 3 combats, on n'a pas vraiment appris grand chose sur les ajustements qu'il a fait, sur ses progrès aussi au sol. Donc c'est peut-être ce que l'UFC se dit pour attendre. En tout cas, c'est vrai que là, c'est compliqué parce que une trilogie entre les 2 légendes vivantes que sont Stipe Miocic et Daniel Cormier fait sens évidemment, mais c'est vrai que Francis mérite aussi le title shot et que là il veut combattre. Francis a dit qu'il voulait combattre avant la fin de l'année et on se pose la question contre qui, parce que
il n'y a plus personne pour lui. Il a battu tous les contenders vraiment très sérieux. Et si Miocic et Cormier se préparent pour une date future, il n'y a pas... Dana White n'a pas encore annoncé de date, mais ça ne sera vraisemblablement pas le 14 décembre, donc l'UFC 245 à Las Vegas, parce que Miocic en fait se soigne de sa guerre, tout simplement, contre Daniel Cormier, donc visé plutôt au premier trimestre 2020. Et puis l'âge aidant, c'est vrai que Cormier, je pense qu'il ne va pas se dire je vais refaire un training camp des enfers pour revenir directement en décembre afin d'affronter Stipe. Donc voilà, ce sera plutôt en 2020. Et donc Francis, la question c'est qui peut affronter Francis Ngannou? Il y a ce fameux combat contre Rumble, Anthony Johnson, qui revient. Donc Anthony Johnson, c'est la fameuse terreur, plus gros cogneur de la catégorie light heavyweight, qui n'a perdu lors de son run terrifiant dans cette catégorie que 2 fois contre Daniel Cormier. À chaque fois, en fait, il dominait le début du combat et ensuite il se faisait noyer par la lutte de DC et soumettre par 2 fois. Et c'est un des regrets des fans, de la sueur et de moi-même, votre humble serviteur Guillaume, c'est de ne pas l'avoir vu Anthony Johnson contre John Jones, parce que ça aurait été un combat formidable. Et donc là, Anthony Johnson qui va revenir, mais attention, pas en light heavyweight, mais il va encore monter d'une catégorie. Donc Anthony Johnson, ancien welterweight, qui là maintenant monte en heavyweight. Il avait déjà fait un combat contre Andrei Arlovski, oula j'ai un petit peu de mal, contre Andrei Arlovski au World Series of Fighting, World Series of Fighting en heavyweight. C'était soldé par une victoire par décision unanime de notre ami Anthony Johnson, après avoir, s'il vous plaît, brisé la mâchoire de Andrei Arlovski. Donc voilà, donc là il arrive, clairement ça va pas être pour déconner, chez les lourds. On connaît la catégorie des lourds où, si vous voulez, il suffit d'un coup, un coup peut tout changer, peut changer l'issue du combat complètement. 2, c'est une catégorie éternellement vieillissante, avec très peu de noms finalement, donc il se fera très certainement une place rapidement dans la catégorie. Petite inquiétude quand même, parce que c'est vrai que là, quand il a dit, il va revenir, donc il vise plutôt mars 2020, donc la mauvaise nouvelle pour Francis, parce que ça aurait été magnifique, ce genre de combat. Les 2 plus gros cogneurs qui s'affrontent, l'UFC peut faire au niveau des trailers, du marketing, ce que vous voulez, et on pourrait enfin voir Francis face à un mec, qui n'a pas ce côté Junior Dos Santos. Aujourd'hui, on sait que sa mâchoire, il est un peu friable, Junior Dos Santos, c'est plus le prime time Junior Dos Santos d'avant les guerres contre Cain Velasquez. Donc là, Francis se retrouvait face à un énorme cogneur comme lui, où il pourrait se dire « Ok, il y a un risque que je me fasse toucher », et un gars qui en même temps est extrêmement solide physiquement. Sauf que Anthony Johnson, ayant pris sa retraite, n'était plus dans le pool USADA, donc il faut qu'il soit testé au moins 6 mois par l'USADA, donc l'organisation antidopage américaine, qui est en partenariat avec l'UFC, donc d'où le mois de mars qui est visé par Anthony Johnson. Et c'est vrai que pour l'instant, bazarder Anthony Johnson directement contre Francis, c'est pas vraiment un cadeau à lui faire. Il faudrait qu'il prouve au moins avec un adversaire qu'il a retrouvé son niveau, parce que depuis sa retraite, après son combat contre Daniel Cormier, quand il avait perdu en mars 2017, je dis peut-être des bêtises, depuis mars 2017, il ne s'est pas du tout entraîné. Pas du tout entraîné au sport de combat. Il a fait énormément de musculation, donc parce que vous allez le voir sur les photos, là, si vous regardez ses réseaux sociaux, il a énormément pris, mais il n'a pas du tout fait de sport de combat, boxe comme lutte. Et là, il a repris très récemment, je crois que c'était fin août, il est revenu avec Henri Hooft pour faire donc, son coach en striking, et puis qui chapeaute véritablement tout son entraînement, pour revenir là-dedans. Donc ça fait quand même un petit moment, passé la trentaine, bon, on va pas directement l'envoyer voir Francis. Et dans tous les cas, c'était pas pour cette année. Donc là, on se dit, Francis veut revenir en décembre, veut revenir combattre au moins avant décembre. Il n'y a pas énormément de combats, et surtout, pour Francis, aujourd'hui, il est dans une position où, à moins que ce soit la carte de l'UFC 245 qui s'annonce ultra chargée, Francis, il est obligatoirement main event ou co-main event. Donc là, il n'y a pas beaucoup d'options pour lui, à moins que l'UFC fasse un super fight, ramène Brock Lesnar, mais là, Brock Lesnar, il n'y a aucune rumeur pour l'instant, donc ça s'annonce compliqué. Un potentiel fight contre John Jones, mais là, pour John Jones, qu'est-ce que Francis peut lui offrir? Parce que c'est toujours cette question-là, c'est si vous voulez avoir un combat avec une superstar, donc John Jones, Conor McGregor, ou d'autres combattants, il faut que vous ayez quelque chose à lui offrir. Soit une ceinture, ou soit vous êtes vous-même une superstar. Le problème de Francis, c'est qu'aujourd'hui, c'est une star, pas une superstar du calibre de John Jones, et il n'est pas non plus champion.
Donc John Jones, à part se dire, ok, je vais battre le mec le plus terrifiant et je risque de moi-même. Je reviens de l'entraînement pour cette vidéo, pour terminer cette vidéo. Donc oui, John Jones, oui, qui risquerait lui-même de se faire mettre KO, donc ce serait pas cher payé pour ce pauvre homme, pour ce pauvre GOAT qui aujourd'hui, à son âge, puisqu'il ne reste pas énormément de temps dans sa carrière, cherche soit les money fights, soit poursuivre sa domination sur la catégorie. Donc voilà, pour ce Francis, c'est un peu, là pour l'instant, beaucoup de questions sur son adversaire, surtout s'il veut combattre en décembre. Ce qu'on peut imaginer, ce qui serait même idéal pour lui, ce serait finalement que Derrick Lewis, qui doit combattre Blagoy Ivanov à l'UFC 244 le 2 novembre, s'impose rapidement contre Blagoy Ivanov. Comme ça, l'UFC a le temps de faire une revanche Derrick Lewis-Francis Ngannou 2. Et là, qui serait intéressante parce que, rappelons-le, Francis avait les problèmes mentaux, comme j'avais dit précédemment, problèmes mentaux. On va dire qu'il était toujours marqué par sa défaite contre Stipe Miocic, la première fois qu'un combattant l'avait dominé au cours de sa carrière, donc dans le sens dominé physiquement, j'entends. Et de l'autre côté, Derrick Lewis qui était complètement blessé au dos, c'était avant qu'il se fasse soigner. Et là maintenant, Derrick Lewis est de retour au top physiquement. Francis, lui, n'a plus de soucis. Donc ce combat-là, sur le papier, quand même, on a deux énormes cogneurs avec un Francis qui part favori parce que grosso modo c'est un Derrick Lewis plus athlétique, plus aussi intelligent on va dire dans la gestion de son combat et tout simplement mieux armé on va dire d'un point de vue striking. Donc c'est vrai que là ce serait très intéressant pour les deux hommes. Et puis on va dire après le premier combat qui s'était révélé soporifique, on peut le dire, ça serait une belle occasion pour eux de se rattraper. Donc voilà, si vous avez d'autres on va dire options pour Francis jusqu'à la fin de l'année, hormis Stipe Miocic, ou Daniel Cormier, ou Brock Lesnar, parce que ça paraît un petit peu compliqué, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. En tout cas, on espère que Francis pourra combattre avant la fin de l'année, et puis qu'il aura un combat qu'il mérite, donc à savoir soit contre une star, soit quelque chose qui puisse intéresser les fans, parce que là, il est au top, c'est vraiment lui le seul qui peut prétendre aujourd'hui au title shot. On va pas faire un troisième combat non plus contre Curtis Blades, parce qu'il l'a déjà battu deux fois par KO. Donc voilà, n'hésitez pas à balancer en commentaire vos pistes pour Francis. Et puis surtout, que pensez-vous de cette trilogie entre Daniel Cormier et Stipe Miocic? Et est-ce que ça semble extrêmement dangereux pour vous, pour Daniel Cormier? Voilà, abonnez-vous, balancez les pouces bleus et la folie, parce qu'on a besoin de vous pour avancer. Et sachant qu'on petit rendez-vous, donc c'est le week-end prochain, donc le week-end du 28 septembre. Si je ne m'abuse, on prépare quelque chose de spécial avec Polydomso. Et si jamais vous êtes dans les environs de Nantes pour aller voir Tony Oka combattre, peut-être que vous nous croiserez. Qui sait? Soit.